Et bien sûr, on a le droit d'élire notre dictateur. On a le droit. Mais sauf que tu as le dictateur A. Tiens, voilà, tu as celui-là. Hein, il est rose. Et puis tu as celui-là, tu peux l'élire. Voilà. Il est vert. Oui, il est vert. Et puis celui-là, il est bleu. Mais c'est pareil. Et, tu vois, ça tous des cochons. Hein, voilà. Donc, c'est pareil. Qui a vu une différence entre l'UMP, le PS ou je sais pas quoi? Mais personne. Donc on sait bien que tout ça, ce n'est qu'une Donc, c'est-à-dire vaste le jeu imposture. démocratique, voilà, il est biaisé, il est complètement, voilà, c'est une imposture, escroquerie du jeu démocratique. Et pourtant, ce jeu, en plus, on le retrouve dans tous les pays d'Europe, puisqu'on retrouve à chaque fois deux partis dominants qui alternent, on va dire, le pouvoir, voilà, et qui ressemblent en gros, on va dire, au PS-UMP. Ils vont porter des noms différents, voilà, on va l'appeler Parti populaire et Parti machin, etc. dans un autre pays. Mais la gauche, ça la se droite. La Donc gauche, la droite, la voilà. gauche va être plus pour, si tu veux, des valeurs pour des modes de vie, quoi, tu vois, l'hédonisme, les homosexuels, les machins. Donc eux, ils vont être de gauche, on est pour la liberté. Voilà, puis la droite, bon. J'en sais trop rien parce que je sais pas plus ce que c'est maintenant. Ils n'ont pas d'idée. Voilà. Non, donc, on va dire, allez, escroquerie du jeu démocratique qui est faussée par une espèce de fausse opposition, en fait, et qui alterne entre deux forces qui font croire qu'elles se contredisent, alors qu'en vérité, j'ai envie de dire, tout le monde se tape dans le dos, puisque tout le monde est d'accord, finalement, sur les grands projets. Il n'y en a pas un qui se différencie sur les détails, finalement. Et pas sur les grandes lignes. Les grandes lignes, ils sont tous d'accord. Autant Union Européenne, Euro, tout le monde est d'accord. Mais dès qu'on va, on va chercher dans... alors le mariage pour tous, là, on va trouver des dissensions ou des petites choses comme ça. On va trouver des dissensions. Avec le mariage pour tous, on va trouver un truc pour marquer la droite par rapport à la gauche. Voilà. Ah, alors donc, ces connards, ils sont partis, tous, contre le mariage homosexuel, machin. Qu'est-ce que tu veux, ça? Comme ça, c'est des manœuvres de division. Donc, on voit que derrière ce terme-là, je le répète, ils ne suivent même pas leurs institutions, puisque leurs institutions qu'ils ont eux-mêmes créées, ils ne les suivent pas. Et en plus, leurs institutions, finalement, sont les mêmes si il y avait un roi de France qui serait... Bon, ça changerait pas grand-chose, en fait. Ça changerait même strictement rien. Donc, ce terme de république, et avec ses valeurs, c'est réellement de la République et que ça n'a rien à voir avec ce que nous, on aimerait que cela soit. Nous, on aimerait que ça soit autrement. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment le pouvoir du peuple. Alors, ce pouvoir du peuple, est-ce qu'on va l'appeler République? Moi, j'en ai rien à foutre qu'on l'appelle ce qu'on veut. Mais du moment que c'est le pouvoir du peuple. Simplement, ce que je plaidais et ce que je peux plaider encore, c'est sur les valeurs historiques. Hein, c'est un petit peu sur ces éléments que je voudrais un peu plaider. Rappelle-toi, j'ai fait une émission qui s'appelle L'homme est un musée. Oui, bien sûr. L'homme est un musée et l'animal n'est pas un musée. C'est-à-dire, nous, en tant qu'hommes, on existe. Notre être, hein. Je ne sais pas si madame le professeur, personne me regarde, attention. Et notre être n'existe qu'avec un passé social. Passé social, oui, je comprends bien. Sinon, on n'existe pas. Sinon, on n'existe pas, oui. En tant qu'individu, un être unique ne peut exister. Nous, si j'avais pris cet exemple, si je te prends toi, je te mets tout nu au fond d'une forêt profonde, tu vois, et que tu vas mourir, tu ne pourras pas en sortir, tu vois. Alors il faudrait que tu ailles acheter quelque chose pour t'habiller, etc. Bon, donc nous ne vivons qu'avec le passé. C'est pas notre passé à nous, mais c'est le passé de nos ancêtres. C'est nos ancêtres qui ont fait ce qu'on est. C'est nos ancêtres qui ont fait que j'utilise ce langage intelligible que chacun peut comprendre. Bien sûr. Et pour aller dans ton sens, par exemple, quelqu'un qui
est né et qui n'a pas eu connaissance de ses parents, ça va l'obséder toute sa vie. Il va chercher toute sa vie à savoir, pour comprendre ce que tu dis, pour que ce puzzle soit fait, parce qu'il faut faire ce lien avec le passé pour savoir qui on est et où est-ce qu'on va. Je réexpliquais, par exemple, un menuisier, par exemple, qui va faire une porte. Au Moyen-Âge, le menuisier faisait une porte. Et j'avais montré que les outils utilisés par le menuisier du Moyen-Âge et que les outils utilisés par le menuisier il n'y a pas si longtemps. Maintenant, il y a les commandes numériques. Tu mets ton bois, puis tout s'est coupé automatiquement. Mais ces outils étaient similaires que les scies. L'invention de la scie, c'est une invention antique. Mais quand tu vois, il y avait un tableau de Georges Campin qui montrait un menuisier avec ses gouges, avec ses scies, ses tenailles, si tu veux, au XVe siècle. C'était les mêmes. Donc on voit bien que la technologie usuelle employée, c'est une technologie qui ne vient pas ex nihilo. Ex nihilo, on ne fait rien, si tu veux. Il faut des générations de menuisiers pour en arriver là. Et que même si tu prends tout ce qu'on a autour de nous, et le fait que les gens puissent m'écouter au travers des réseaux électriques, si tu veux, sont issus d'inventions du 19e siècle qui ont été faites. Et si ces inventions n'avaient pas été faites, là, si on n'avait pas découvert des fréquences, s'il n'y avait pas eu Hertz, s'il n'y avait pas eu Marconi, s'il n'y avait pas eu ces gens-là, là, vous ne seriez pas là à pouvoir nous écouter. Donc il y a des adjonctions à la fois pas seulement de savoir-faire, mais comment on pourrait appeler ça, de concepts. Madame la philosophe. On pourrait parler des concepts. Ces concepts, c'est extrêmement important. Et ces concepts qui viennent du langage, qui viennent et des mythes. Les mythes, les concepts et les mythes sont extrêmement importants parce qu'on s'exprime au travers des mythes. C'est-à-dire les mythes, c'est quoi? Ce sont des histoires anciennes, des histoires par le passé, et de par ces histoires, on utilise cette histoire-là pour se remémorer, si tu veux, la signification de l'histoire. Et de par la signification de cette histoire, on en tire des mots. Et donc, j'explique toujours, par exemple, le terme de père, de pater, n'est pas du tout, vient pas de géniteur, mais vient de prêtre. Et que dans la famille antique, le père qui n'était pas forcément le géniteur, mais qui est le prêtre de la familia, si tu veux, et que tout ça, c'est resté pour nous, c'est resté dans la religion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi on utilise le même terme pour le chef de famille, le géniteur, et pour le prêtre, si tu veux, tout ça, ça a de la signification profonde. Et ça donne une structure, la structure de la famille, de la religion, etc. Donc, ce ne sont pas des hasards si c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas un hasard non plus s'il y a une Trinité. Je pourrais expliquer d'où vient dans un passé si profond cette sensation de la Trinité et de tous ces concepts qui nous permettent de nous exprimer et à travers de cette expression de pouvoir décrire. Voilà, décrire. Le maître mot, c'est décrire. Décrire comment on fait une porte, décrire comment on fait un poste de radio, comment on fait une voiture. Et donc, la description de ça qu'on va transmettre. Parce que sans la parole, sans la description, tu transmets rien. Si tu veux, il n'y a pas...
tu peux penser ce que tu veux dans ta tête, hein. Tu peux inventer dans ta tête n'importe quoi, mais tant que tu ne l'as pas objectivé, c'est-à-dire que tu ne l'as pas consigné, de telle sorte qu'un autre dit « Ah oui, c'est vrai, et ça n'existe pas. Toutes tes pensées n'existent pas. Elles n'existent, tes pensées, que si elles sont objectivées par la consignation. » Oui, Tu comprends? Oui, je comprends. Et que cette façon-là de penser, de consigner ou de transmettre oralement, si tu veux, ce sont différents strates qui nous constituent socialement. À la fois notre être, qui est notre groupe, mais aussi tout l'ensemble des machineries qu'on peut pouvoir utiliser et qu'on va pouvoir concevoir, fabriquer, reproduire. En termes de reproduction, c'est aussi extrêmement important dans l'élaboration des systèmes. Bon, donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai chanté l'international quand j'étais jeune, hein. Ouais. Du passé, faisons table rase, fouleuses esclaves, debout. C'est un chant mondialiste. Hein? Du passé, faisons table rase, ça fait chant mondialiste. Mais non, mais justement, alors, du passé, on ne peut pas faire table rase. Tu vois? Mais on ne peut pas faire table rase du passé. Franchement, le communisme, c'était l'homme nouveau, justement. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ouais. C'est pour ça que ça n'a jamais marché. Si tu veux, quand tu dis du passé faisant table rase, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, c'est ça. On va faire naître un homme nouveau qui a oublié son passé, oublié, qui a oublié ses il valeurs. A oublié tout, alors. Il a tout oublié, puis il se lève donc, un matin. Donc il n'est rien. Donc il n'est rien. Il n'est rien. Et donc, on voit bien que en URSS, on a essayé de fabriquer, de virer la religion, de virer tout, machin. Et puis, dès que ça a été terminé, parti, ils ont c'est revenu au devant de la scène. C'est revenu tout de suite. Bon, voilà. Les Chinois, pas les Shintok, hein. Non, dis pas ça, parce qu'il y a des Chinois qui nous regardent. Non. Les Chinois qui sont des commerçants, on leur a collé un communisme de basique, puis un jour, la petite bouteille, la Tian Xiaoping, il a dit « Ah, vous pouvez vous enrichir ». Le lendemain, ils étaient tous riches. Donc ils avaient déjà, dans leur tête, déjà des commerçants, ils avaient déjà ouvert des boutiques et tout le bazar. Donc un Chinois, c'est forcément un boutiquier. Donc on voit bien que... Ça va leur plaire, c'est des Chinois qui nous regardent. Bah oui, enfin à Saint-Denis, tous les boutiquiers sont des Chinois. Hein. Bon, on voit bien qu'une culture, ça s'efface pas comme ça. Et non seulement ça s'efface pas comme ça, mais il faut pas l'effacer comme ça. Que c'est dramatique si tu effaces ta culture. Même pour ce qui est, par exemple, de l'URSS, on peut dire que, voilà, aussi, évidemment, les soviétiques étaient dans l'ordre nouveau. Justement, ils voulaient faire naître un espèce d'homme soviétique. Dès que l'URSS est tombé, chacun a repris sa nationalité. Ah bah ouais, les Arméniens sont redevenus Arméniens, les Kazakhs, ce sont des Kazakhs, les Lituaniens sont des Lituaniens, etc. Et l'histoire de l'homme soviétique, elle est partie aussi vite. Bah oui, tu vois bien qu'on peut pas, on peut pas balayer l'histoire d'une humanité, donc il faut faire attention. Et donc, si j'explique ça, c'est justement... pour aborder un autre plaidoyer, un plaidoyer d'ailleurs qui était une histoire qui était résolue par les Russes, qui sont l'acceptation, la non-instrumentation de l'histoire et l'acceptation de nos pages d'histoire, si tu veux. L'histoire, c'est l'histoire. Bon, l'histoire nous a fabriqué, fabriquer notre langue, nos concepts, nos symboles. On voit que la symbolique est aussi extrêmement importante et que, évidemment, dans cette histoire, il y a un peu de tout. Il y a à boire et à manger. Il y a des gens qu'on pourrait considérer comme des bons selon notre pensée politique d'aujourd'hui et d'autres qu'on peut considérer comme mauvais. Mais les bons comme les mauvais sont partie constitutive de notre être, hein, qu'on le veuille pas. C'est-à-dire que l'histoire
notre histoire, l'histoire de France, elle est riche, comme d'ailleurs toutes les histoires, comme l'histoire de l'Europe, et que elle est faite de luttes, de combats, hein, et que de ces combats-là, il en résulte toujours quelque chose. Hein. Un exemple contraire, quand tu vois l'impérialisme, lui, l'impérialisme est aussi le communisme. Hein. Eux, ils disent, il peut y avoir une fin de l'histoire. Oui. Hein. Oui. Il peut y avoir une fin de l'histoire. Donc les Américains ont beaucoup... c'est comment Fukushima, comment il s'appelle dans un mec avec un nom japonais, qui avait écrit un bouquin, qui avait encensé en disant que quand le capitalisme aura vaincu le communisme, ce sera la fin de l'histoire. Ah bah la preuve. Voilà, là, c'est bon. Hein. Et puis, du côté marxiste, il y a le même concept. Le concept, c'est la fin de la lutte de classe. Oui, tout à fait. Hein. Oui, Donc oui. c'est exactement le même. Donc Oui. quand il y a fin de lutte de classe, il y a fin de On l'histoire. arrive à la fin de l'histoire, selon On arrive à la fin de l'histoire. Donc on arrive à la fin de l'histoire, donc quand tu arrives à la mort. La fin de l'histoire, c'est la mort. C'est-à-dire, c'est l'entropie totale et il n'y a plus de confrontation qui permettent une évolution. On a vu aussi, l'évolution est due à la confrontation et au fait que c'est le meilleur qui est extrait. Hein, le meilleur qui est extrait. Donc, pour extraire le meilleur, il faut qu'il y ait différentes expériences. Et pour qu'il y ait différentes expériences, il faut qu'il y ait confrontation entre les expériences. Donc la fin de l'histoire, c'est la mort et c'est une utopie absolue. Ça ne peut pas exister. Alors il y a des fois où l'histoire s'accélère et parfois l'histoire ralentit. Mais quand il y a une dictature, quand il y a une société totalitaire, l'histoire se ralentit. Mais jamais elle ne disparaît. Et donc, cette histoire qui est faite de confrontation, elle est, pour nous, Français, elle est extrêmement importante de voir, par exemple, dans les confrontations entre les bourgeois, les nobles et les prolétaires, qu'on a vu, par exemple, au XIVe siècle, quand Charles V, rappelle-toi, est obligé de porter le bonnet des Parisiens qu'Étienne Marcel assassine les maréchaux de France et qu'on oblige le jeune dauphin Charles V à porter le bonnet rouge et bleu des Parisiens, qui est un peu une répétition de ce que sera ensuite, en 1990, l'obligation à la fête de la Nation par Louis XVI de porter le bonnet rouge. Voilà. Et donc, l'histoire de France, l'histoire de l'Occident, elle est faite de cette confrontation entre des gens qui cherchent à défendre leurs intérêts. C'est ça la confrontation, défendre leurs intérêts et à prendre le pouvoir. Donc on a eu en Occident ces luttes entre les bourgeois, enfin les nobles, la noblesse, d'une part, les gens qui combattent, hein, et la bourgeoisie et le prolétariat. Hein. Donc ça a été une lutte perpétuelle. Et donc, de ça, on en a tiré des choses qui ont pu faire avancer la manière dont les gens ont vécu. Par exemple, au Moyen-Âge, pour être un peu plus clair par rapport à Montcharavia, il y a eu de ces confrontations l'érection de communes. Oui. Hein. C'est-à-dire que il y a des gens, ils habitaient dans les villes, tu vois, c'était dégueulasse, on balaissait les sauts de pisse et de merde dans la rue, il n'y avait pas de voirie, il n'y avait rien, il fallait organiser un tour de garde pour garder les remparts, on ne savait pas qui, enfin, tu vois. Et donc, ils se sont dit, bah tiens, faut qu'on organise tout ça, parce que sinon, ça va être invivable. Et donc, on a créé des communes. Donc le terme commune, c'est ça recouvre
pratiquement le même terme que république. C'est-à-dire qu'on a admis que dans une ville, il y a un bien commun. Il y a une voirie, il y a des remparts, il y a des services à rendre et que chacun doit s'y coller à tour de rôle. Et donc, finalement, ces communes sont quelque chose de très européen du Nord, hein, très nordiste, et puis ces communes sont issues de ces confrontations hein, entre les gens. Parce que pour créer les premières communes, il a bien fallu trucider l'évêque, parce que dans chaque ville, c'était un évêque qui dirigeait la ville. Hein. Ça venait du système gallo-romain et romain. Voilà. Donc, quand on a fait les communes, les évêques, ils ont souvent fait les frais de ça. Hein. Et puis les communes ont pris le pouvoir, et puis le roi de France ou l'empereur d'Allemagne, il s'est dit, bah tiens, après tout, je vais leur laisser la liberté à ces gens-là. Et puis on a créé donc ces villes libres. Hein. Alors évidemment, dans l'espace germanique et italien, les libertés ont été un peu plus importantes que dans l'espace français. Donc c'est là qu'en Italie du Nord, des républiques se sont recréées, quasiment autonomes, comme Florence, Sienne, Venise, etc. Hein. Mais avec toujours dans ces communes des systèmes censitaires. C'est toujours les bourgeois, toujours les propriétaires. D'ailleurs, ce sont les grandes familles italiennes, les Médicis, etc., qui vont prendre le pouvoir. Qui prennent le pouvoir. Bien qu'à Florence, qui était un petit peu le prototype d'une société, qui a eu une révolution prolétarienne. Hein, les Ciompi, qui ont pris le pouvoir à un moment donné, qui ont fait la révolution. Les Ciompi, c'était les tisserands, les ouvriers tisserands, hein, puisque Florence était une ville où on faisait beaucoup de draps, et donc il y a eu cette révolte, ils ont pris le pouvoir, puis ils ne l'ont pas gardé, hein, et qu'on sait qu'au XIVe siècle, il y a eu beaucoup de révoltes de prolétaires, il y en a eu en Angleterre avec Wat Tyler, il y a eu en France avec les Jacques, si tu veux, et les fameux jacqueries, voilà, et donc que ces histoires-là sont restées dans la connaissance commune, à tel point que la première organisation de la ville de Paris en 1789 s'est appelée Commune. C'est appelé Commune de Paris. Hein, donc ils ont repris le terme. Et ce terme-là de commune, ça a été jusqu'en 1871, hein, à Paris, quand le peuple prend le pouvoir, ils appellent ça la commune de Paris, voilà, qui a donné le communisme. Donc il y a aussi une autre filiation que la Respublica Romana, si tu veux. Hein. Voilà un petit peu les choses. Donc pour pas conclure, mais pour amener un niveau, après on va prendre des questions, c'est-à-dire que on ne peut pas, c'est là mon plaidoyer, avoir de jugement de valeur sur l'histoire. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Et que l'histoire, ce sont que des strates qui se surajoutent et qui ont fait ce que nous sommes. Et donc, on ne peut pas exclure. Et donc, là, on va revenir à 1789. Ouais. Et finalement, 1789, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais dire, je m'en fous complètement. Si tu veux. Tu vois, Marion, je te le dis, je m'en fous ce qui s'est passé en 1789. Arrête, je vais te faire un ennemi. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mythe qu'on en tire. Parce que tu es historienne, Marion, moi, j'y suis pas. Mais qu'est-ce qui me dit que l'historien, il décrive ce qui s'est passé? C'est comme l'histoire de Charlie, j'en sais rien. Moi. C'est comme la fameuse histoire des documents avant le XIIe siècle. Hein. On va élucider ça, on est sur le coup. Là. Voilà, donc c'est vrai que
l'histoire, la science historique a fait d'énormes progrès ces derniers temps. Faut dire ce qui est. Et on n'envisage plus la science historique aujourd'hui comme on l'envisageait du temps de l'autre abruti de Michelet, si tu veux. C'est n'importe quoi ce qu'il nous a fait. Et donc, on essaye si tu veux, de bâtir la science historique de plus en plus sur des faits qui sont probants. D'accord. Hein, et on essaye de croiser plusieurs éléments. Oui. C'est-à-dire des textes, mais les textes, qui a écrit les textes? Les textes, c'est les journalopes de l'époque qui ont écrit les textes. Oui. Ce sont les clercs de l'époque. Un journalope aujourd'hui, c'est un clerc. Hein, voilà. Hein, c'est un clerc. Donc c'est eux qui discouraient pour envoyer les gens aux croisades dans le temps. Bon, maintenant, le clerc d'aujourd'hui, c'est le journal. Et donc, dans le temps, c'est eux qui écrivaient les histoires. Mais quand tu vois que dans 500 ans, l'histoire d'aujourd'hui, les mecs, ils vont lire ce qu'ont écrit Fourest et n'importe qui. Ouais. Mais tu vois bien qu'on ne peut... Et c'est pareil, si tu veux, dans le passé, quand moi j'ai beaucoup lu tout sur la bataille de Bouvines et comment que c'était rapporté par les uns et par les autres. Enfin, il y a l'exemple de Clovis aussi que tu me dis souvent, qu'il y a que... Parce que ça, c'est quand même l'argument des royalistes. Mais toi, tu me dis, il y a une biographie qui a été écrite 30 ans après sa mort, c'est ça? Alors, bon, voilà. Mais Clovis, moi, je suis pas contre le mythe. Mais il y a des mythes qui sont risibles sur les Francs, quoi. Alors, c'est vrai que Clovis, il n'y a que Grégoire de Tours qui a écrit sa vie 30 ans après sa mort. Donc, il a pu écrire ce qu'il a voulu. Hein. Alors, il n'y a qu'une source, donc c'est même pas croisable. Et par contre, il y a énormément de légendes qui ont été écrites sur Clovis, parce qu'il fallait, selon l'idéologie royale, que Clovis fût le premier roi de France. Et donc, on a écrit des nombres de balivernes absolument effroyables, disant que les Francs étaient descendants des Troyens, voilà, parce qu'il y avait toujours cette histoire de la Grèce antique qui taraudait. Les Francs ne pouvaient pas être d'affreux Germains. En fait, les Francs, c'est des Germains, c'est des Boches. Ils avaient des cornes, machin, ils parlaient cheleux, tu vois, ils avaient des haches, ils fendaient le mec en deux. Tu vois, c'était pas... Hein. Et donc, il fallait donner à ce chef germanique qui, lui, s'est mis l'Église de son côté, s'est mis la légitimité, parce que lui, il arrive, il n'est pas idiot, il arrive en Gaule et puis il voit, qui c'est qui a le pouvoir réel, c'est l'Église, les évêques. Voilà, parce que le pouvoir romain est moribond, il est balayé même à l'époque. Dans les faits, mais dans les esprits, le pouvoir politique sont les... Voilà, ce sont les églises. Voilà, c'est l'Église, et puis il y a Rome, il y a tout le passé prestigieux de Rome, les empereurs, bon. Et lui, il s'est dit, bah tiens, quand même, je vais même mettre de ce côté-là. Et donc, lui, il décide de se créer une légitimité catholique qui lui a permis de combattre les Ariens, les Ariens qui étaient enfin, ils n'étaient pas dans l'orthodoxie catholique parce qu'ils ne croyaient pas en la Trinité. Eux, c'était des véritables monothéistes. Tandis que le catholicisme, lui... puis on va revenir un peu là-dessus, parce qu'il faut revenir à notre engueulade, puis au mec qui était là. Le Romain. Le petit père Romain. Salut Romain. Et puis, lui, il nous a... Avec son air de pas y toucher, il nous a raconté des choses fondamentales. Ouais. Fondamentales, qui nous ramènent à notre passé. J'ai ramené des bouquins qu'il m'a laissés, qui sont l'origine de la fleur de lys et de l'oriflamme, par une historienne fabuleuse qui s'appelle Anne Lombard-Jourdan, qui est décédée à plus de 100 ans, il n'y a pas longtemps, et qui, elle, essaye de faire la synthèse entre un passé très très lointain et une certaine modernité, en décrivant
l'origine, par exemple, de la fleur de lys. Hein, la fleur de lys, est encore important comme symbole. Hein. Ma ville, où j'appelle Saint-Denis, les armes de Saint-Denis, c'est d'azur à champ de fleur de lys. Hein. Donc, ce sont les armes. Voilà. Et cette fleur de lys présente encore pour nous une très grande signification française, hantée 1789, et on dit qu'on ne jette rien. On l'a dit, on ne jette rien. On jette rien. Donc, on assume ça, et que on voit comment l'Église a réussi à fabriquer, à détourner des légendes dites païennes, anciennes, et très, très, très anciennes, très profondes, hein, au lieu de s'opposer à ces légendes. En disant non, tout ça c'est des conneries. Elle les a intégrées, elle les a absorbées. Elle a tout intégré. Et on voit le génie, par exemple l'abbé Sugère de Saint-Denis, le rôle qu'a joué l'abbaye de Saint-Denis, qui était l'épicentre, hein, c'était le monde. Hein, comme maintenant c'est eux qui disaient le là, puis les autres qui disaient pareil. Là c'était l'abbaye de Saint-Denis qui racontait l'histoire. Qu'il fallait croire. Et donc, Sugère, c'est le grand maître, lui, il fabriquait des histoires que tout le monde fallait croire. Et donc, lui, il s'est dit, au lieu de raconter des histoires qui ramènent à rien, je vais continuer des histoires que tout le monde connaît pour les détourner tranquillement. Hein, pour dire, bah non, bah ça c'est chrétien, quoi. Ouais, voilà, on reprend un mythe existant, et puis je le retraduis en disant, bah oui, mais là, quand on disait ça, en fait, c'était Dieu, mais là, etc., etc. Ça, c'était la en fait, tu t'aperçois au travers des travaux de cette dame, c'est que c'est à peine, quoi. Ils ont mis un petit vernis chrétien, mais c'est 3 fois rien. Et que, finalement, ces légendes antiques, là, on voit Saint-Denis avec le protège-pays, avec la Montjoie, avec la fleur de lys, et puis la Christa, tu vois, la Christa qui est un symbole païen, hein, tu vois, c'est cette croix avec la partie au-dessus dont on a fait un symbole païen, et que tout ça sont des symboles dits indo-européens, parce que toutes les mythes, les légendes proviennent du tronc commun de notre langage indo-européen, et que donc ces légendes sont les mêmes dans tout l'espace, dans tout l'espace indo-européen, et que ce sont des légendes qui sont des légendes nordiques, hein, puisque les indo-européens viennent du nord, sont des boréens. Au départ, hein, et qu'ils ont pris leur mythe de ces régions boréennes. Les mythes fondateurs sont les mythes de ces régions boréennes. Donc on peut comprendre rapidement pourquoi, parce que quand il y a eu la dernière glaciation, la fin de la dernière glaciation vers moins 30 000, si tu veux, les glaces se sont retirées, les gens y vivaient des animaux qui chassaient des mammouths et des cerfs, ils sont partis, ces animaux, vers le nord, et les gens les ont suivis. Ils les ont suivis, comme ça qu'on a peuplé le nord. Voilà, et donc ils ont refondé sur les bords du pôle Nord. D'accord. On va faire une petite pause, parce que je vois, c'est l'heure de la pause, et on reprend cette discussion, et puis on répondra aussi aux questions, parce qu'il y a pas mal de réactions, questions aussi, et donc on va quand même répondre. Voilà, on nous dit pas mal de trucs. Bah, allez-y, posez vos questions. Il y a des petits bugs sur le chat, c'est normal. Donc, faut pas s'inquiéter. Il y en a qui pensent tout de suite, oui, on est modéré, etc. Il y a juste des bugs. Donc, la régie, elle est prête, je crois. Eh ben, la régie, bien sûr qu'elle est prête. Mon Dieu, quelle question idiote. Hein, c'est ça qu'on veut me faire dire. Bon, allez, à vous, la régie. De retour sur la libre antenne, toujours avec Alain Benajam. Toujours, on a parlé de République, on a un peu digressé parce qu'on est parti dans l'Europe, on a expliqué la Trinité, les symboles, la symbolique, tout ça.
Je voulais un peu qu'on réponde, c'est vrai, aux questions des gens, voilà, parce que... Oui, parce que pourquoi j'ai fait ça? Parce ouais, que moi, j'en ai rien à foutre de raconter 1789, la République, qui a pris la prise de la Bastille, qui a agité le peuple, qui a fait ceci, qui a fait cela. Je m'en fiche, Marion, moi, de tout ça, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la symbolique qu'on en tire. Et on en a tiré la symbole de la France, les trois couleurs, bleu, ouais. blanc, rouge, hein, notre fête nationale, le défilé du 14 juillet. Quoi qu'il y ait eu le 14 juillet, c'est notre fête nationale, ça reste le 14 juillet. Et que euh, il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, très bien, mais dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bah, pourquoi il n'y a rien de mal? Au contraire, on dit que la souveraineté est issue de la nation et qu'on peut prouver qu'ils ne satisfassent même pas à ce qu'ils ont ou ce qu'ils prétendent édicter. Ouais. Et donc, l'objet de mon discours aujourd'hui, c'est de dire, bon, c'est bien l'histoire, tu fais ton boulot, Marion, c'est bien d'écrire les trucs, c'est intéressant, mais d'une part, on ne peut pas l'utiliser à des fins de politique actuelles, ça je dénie tout à fait ça, et que d'autre part, on ne peut rien oublier des symboles de notre passé, parce que du passé, on ne peut pas faire table rase. On ne peut pas. Alors que nos symboles sont nos symboles, que nous les gardons, et que faisons comme les Russes, qui gardent le tsarisme, et qui gardent la révolution bolchevique, et qui gardent la symbolique du drapeau rouge, et que nous, pourquoi ne garderions-nous pas les trois forts de lys sur fond d'azur, le drapeau bleu, blanc, rouge, et que toute notre histoire extrêmement riche, y compris l'histoire de la Révolution française, qui est une histoire de combat entre des forces de l'une et des forces de l'autre. Les forces de la bourgeoisie ont fini par gagner. C'est comme ça. C'est comme ça. Si tu veux, la révolution, la confrontation, c'est permanent. C'est permanent. On n'en a pas terminé. On a bien la preuve qu'on n'en a pas terminé. Pratiquement, on commence. Pratiquement, on commence. Et que on a d'autres confrontations à mener. On a le système à faire exploser. Voilà. Et donc, on ne peut pas comme ça dire, bah non, avant du temps des rois, c'était bien, puis ces salopards de révolutionnaires. Mais